Bonsoir, merci de parler ce soir pour cette troisième conférence du Cercle national du coaching en partenariat avec l'ESG, troisième des 4 conférences de notre cycle de conférences 2014-2015. Didier Piclet va intervenir sur un sujet qui est une préoccupation, on va dire, tout à fait récente. C'est une quinzaine d'années que Didier travaille sur ces problématiques et ce marque employeur que j'avais posé, je crois, en 1900, j'ai quelques dates 98. C'est évidemment ici quelque chose qui interpelle les entreprises. Je pense que l'entreprise a tout intérêt à se préoccuper de leur image, au niveau de la marque. Il y a deux questions qui vont introduire cette conférence et ensuite Didier exprimera et expliquera son travail. Comment le manager coach peut-il participer à la construction de la co-entreprise? C'est une première question. Une deuxième question, en quoi la marque employeur doit-elle intervenir dans la gouvernance des organisations? Voilà les deux questions de départ, et puis je vais laisser Didier exprimer ce qu'il a à dire sur ce sujet. Et puis ensuite, je reprendrai la parole pour dire quelques mots des activités du Cercle national de coaching. Puis nous nous retrouverons, comme d'habitude, autour d'un collectif travers un collectif dilatoire. C'est le timing que nous avons. Très bien. Bonsoir à tous. D'abord, merci de m'accueillir pour parler de ce sujet de marque employeur, et on va voir que ça déborde sur plein d'autres sujets. Quand on commence à parler de ce sujet de marque employeur, autant camper le décor, c'est sûrement le sujet le plus tarte à la crème du moment dans l'univers RH, parce qu'il n'y a pas une entreprise qui parle de sa marque employeur, mais qui la plupart du temps ne fait strictement rien. Ça fait bien de parler de marque employeur, mais il y a un grand décalage entre le faire et le dire, et je vais évidemment revenir dessus. Parce que quand on parle de marque employeur, quand on parle de manager guide, parce que les deux sujets sont liés, on aborde des sujets très existentiels dans l'entreprise. Le sujet de la confiance, le sujet de la culture, et évidemment le sujet de l'honnêteté. Alors, je vais commencer par balayer un petit peu rapidement ces sujets avant d'entrer dans l'approche de la marque employeur et évidemment de ce qu'a l'impact au niveau du management. Avec le recul qui est le mien aujourd'hui, sur une petite trentaine d'années maintenant d'accompagnement et de conseil des entreprises, notamment des grandes, il est clair que je ne veux pas surtout noircir le tableau, mais le rendre le plus objectif possible, je n'ai jamais vu autant de mal-être qu'aujourd'hui dans les entreprises. Et quand on parle de mal-être, il ne s'agit pas de pleurer avec tout ce qui se passe aujourd'hui, non. Il ne s'agit pas non plus de pointer du doigt les salariés, non également. Les personnes ne sont pas en mal-être parce qu'ils travaillent trop ou autre. La raison, elle est extrêmement simple. La plupart du temps, ils ne savent pas à quoi ils servent. Ils ne savent pas se rapprocher au sens de l'entreprise et encore moins, évidemment, à une sorte de dynamique collective. Mon propos est évidemment vrai plutôt dans les grandes boîtes cotées ou assujetties au marché financier que dans la PME locale, familiale. Évidemment, il y a un grand écart. Donc je force volontairement le trait. Nous animons avec mes équipes à peu près 150-200 tables rondes par an dans tous les secteurs d'activité, aussi bien tertiaires, industriels, et là on va au plus près des mots issus véritablement des tripes et du cœur des gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des mots marketing, on n'est pas dans des mots de consultants. Et qu'est-ce que l'on entend? Aussi bien chez des publics ouvriers, non cadre, c'est j'ai le sentiment de n'être qu'un numéro. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on monte dans la hiérarchie
hiérarchie des entreprises, plus ce sentiment devient important. Pourquoi? Parce que plus les entreprises sont grandes et plus elles sont assujetties au marché financier, plus elles sont dans le court terme, et surtout dans le modèle de management, et c'est assez terrible aujourd'hui ce que l'on vit, on ne demande pas à un manager d'être créatif, d'être entraînant, ça c'est le beau discours, on lui demande d'exécuter les process. Et ça, cette réalité, elle est de plus en plus criante, notamment avec l'import de certaines modes anglo-saxonnes, puisque les Américains nous avaient importé l'organisation matricielle, qui a quand même rendu relativement schizophrène dans le monde de l'entreprise, parce qu'on ne sait plus à qui on reporte, qui est le chef de qui, etc. Mais aujourd'hui, on franchit une autre étape, qui est le management par l'exécution. Et ça, c'est extrêmement important à prendre en compte quand on va parler de marque employeur, parce que dès lors qu'on va parler de marque employeur, on va parler, encore une fois, de confiance et de culture. Mais sur quoi bâtir de la confiance et de la culture quand la ligne managériale est dans l'exécution? C'est un vrai débat assez important. Alors, quand on regarde ce débat de la confiance, qui est évidemment le préliminaire à la marque employeur, eh bien on se rend compte que les modèles aujourd'hui font que, quel que soit le job que l'on exerce, on est plutôt embrigadé dans un modèle, encore une fois, d'exécution qui nous fait marcher à côté de nos vies. Et c'est très impressionnant. Et là aussi, je vous fais partager, on est un petit comité, donc je vous fais partager sans phare un petit peu ce que nous constatons sur le terrain. Moi, je suis sidéré, y compris à des très hautes fonctions de très grands groupes, de voir à quel point on fait jouer un rôle aux gens. La plupart des managers sont généralement des êtres humains comme vous, moi, avec des valeurs, qui transmettent à leurs enfants le respect, la courtoisie, tout ce qu'on peut imaginer. Et quand on est plongé dans le monde de l'entreprise, eh bien on se rend compte que les profils les plus fréquents sont soit des profils arrogants, voire violents, voire lâches, soumission, et globalement, ces mêmes personnes qui dans leur vraie vie sont très différentes de cela, et bien évidemment sont tiraillées avec ce type de rôle. Alors vous allez me dire, pas obligé de le tenir ce rôle. Mais le problème, c'est que les systèmes sont beaucoup plus forts que les individus la plupart du temps. D'où ce que vous avez sûrement dû entendre parler régulièrement, parce que ça fait quand même pas mal l'actualité, le stress, le burn-out, etc. Et ces tensions extrêmes ne sont pas liées, encore une fois, à un problème exclusivement de charge de travail, mais encore une fois, une dimension existentielle, qui je suis et à quoi je sers. Et quand on regarde de près, avec objectivité, le contour de ces grandes entreprises, on se rend compte qu'elles ont tout ce qu'il faut en termes de marketing, en termes de com. Je vous fais partager un exercice de style que je fais depuis maintenant plus de 20 ans. En l'occurrence, tous les ans, je lis une quinzaine, une vingtaine de rapports annuels. Vous savez, cette grande Bible qui ne cesse de s'épaissir d'année en année et qui est remis aux analystes financiers. Eh bien, si vous vous prêtez à l'exercice, vous aurez le sentiment qu'il n'y a qu'un rédacteur sur la place de Paris qui écrit tous les rapports annuels. C'est les mêmes formules, c'est les mêmes tirades sur ma richesse, c'est les hommes, le capital humain, la RSE, etc. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de copier-coller de la bien-pensée corporate, on va dire. Et de fait, en creusant, eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui nous sommes à une époque où il y a une sorte de copier-coller culturel dans les entreprises. On doit tous penser de la même manière, on doit tous se comporter de la même manière, on doit évaluer les collaborateurs de la même manière. C'est des phénomènes de mode. Alors évidemment, là je vous donne un énorme miroir grossissant des grandes entreprises, encore une fois. Hein, je nuance, hein, bien sûr. Mais comme on prend toujours, quand on parle de l'humain et du monde du travail, les grandes entreprises en référence, eh bien c'est que, rendu de monnaie, c'est d'avoir ce miroir grossissant. Or, par définition, chaque entreprise, qu'elle ait 50 salariés ou 100 000 ou 200 000 salariés, est par définition un lieu humain exclusif. Même si le dogme des marchés financiers
veut nous faire croire le contraire. À un moment donné, le matin, 50, 100, 100 000 personnes se lèvent avec le même maillot et sont censées aller vers un même but. Ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart, encore une fois, des grandes entreprises, il n'y a plus de patron. Il y a des dirigeants salariés interchangeables qui, effectivement, ont une feuille de route qui est le taux d'ébit à délivrer et qui, au final, ne font plus l'heure les questions d'emploi et de culture. C'est très rare aujourd'hui de voir la prise de fonction d'un dirigeant dans une grande entreprise où il est consacré un temps important sur l'histoire et la culture de la maison dont il hérite. C'est très rare, on va tout de suite vers le business plan. Alors que quand on prend en charge une équipe, une entreprise, on a avant tout en charge d'âme, on a en charge d'histoire au pluriel. Et c'est un vrai effort à faire que de pouvoir se l'approprier. Je vous en prie. En fait, je tiens tout d'abord à m'excuser pour le retard que je suis en retard. J'ai une question primordiale. Est-ce qu'on peut interagir? Ah, mais bien évidemment, on est en petit comité, ça sans aucun problème. Bien sûr, bien sûr. Ok, c'est bon, c'est ma première question. Vous allez en avoir après. Il n'y a aucun souci, aucun souci. Posez toutes les questions que vous voulez. Posez toutes les questions que vous voulez, surtout les moins langues de bois. Et j'essaierai de vous faire partager ma modeste expérience qui vaut ce qu'elle vaut, bien évidemment. Donc, pour revenir au sujet, dès lors que l'on parle de marque employeur, on va parler de quoi essentiellement? On va parler de la culture. On va parler de ce qui rend l'entreprise unique. On va parler de l'ADN, et en l'occurrence, la marque. Thierry faisait allusion au fait qu'en 1998, j'avais déposé le concept de marque employeur à l'époque. La définition que j'avais mise à l'époque, et qui est toujours très d'actualité, c'était la mise en cohérence de toutes les expressions employeurs, donc interne, externe, au nom de la performance de l'entreprise. C'est la réalité d'une boîte, que je fabrique des boulots ou que je vends des services, c'est de vendre. C'est de faire du business, il ne faut jamais l'oublier, être performant. Par contre, dans un contexte de cohérence humaine qui peut être revendiqué. Or, la marque employeur, et c'est très important de l'intégrer, parce qu'elle est très travestie aujourd'hui, ce n'est que la marque traitée sous l'angle employeur. C'est rien d'autre. Il n'y a pas de territoire de com à inventer. Il n'y a pas de sémantique à inventer. La marque, elle tient des promesses auprès de ses parties prenantes, clients, opinion publique, société civile, etc. Et le bon sens, et je m'excuse d'ouvrir une porte ouverte avec vous ce soir, mais le bon sens, ce sont les femmes et les hommes de l'entreprise qui tiennent ces promesses. Ce n'est pas les marketeurs avec leur super plan de com qui vont faire effectivement la nature même de la marque. Ce sont les hommes et les femmes qui portent le maillot. Et souvent, je parle de marque maillot, c'est qu'à un moment donné, on est obligé, quelles que soient ses compétences, d'être transcendé par un maillot. C'est comme dans le sport. Si je ne suis pas fier du maillot que je porte, je n'ai qu'à rentrer dans les vestiaires dans l'absolu. Parce que par définition, on s'efface devant le maillot. Et la marque, c'est évidemment ça. Excusez-moi, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer à ce moment-là qu'il y a un dirigeant qui arrive à la tête de Sanofi, c'est un peu comme un super joueur qui arrive au PSG, et peu importe qu'il porte le même maillot que les autres, il est beaucoup plus payé que... Est-ce que ça ne crée pas une vraie difficulté à motiver l'équipe autour d'une marque s'il y a un surpayé et tout le monde reste derrière? En l'occurrence, l'exemple du dirigeant de Sanofi qui a effectivement fait un peu les gorges chaudes, c'est simplement le miroir assez pathétique de l'état de la France par rapport à ces sujets. Certains grands dirigeants, il y a un mercato des grands dirigeants, et qui, quel que soit l'endroit où on se trouve à travers le monde, ce type de sujet n'existe pas. Par contre, s'il est surpayé et qu'il n'est pas capable de raconter la belle histoire pour entraîner, je crois qu'il doit y avoir à peu près 110 000 salariés à peu près chez Sanofi, là, c'est peut-être un peu trop payé. Mais évidemment, et c'est votre question soulève l'incarnation de la marque employeur, mais je vais revenir dessus, parce que très clairement, la marque employeur, c'est la capacité à formaliser l'ambition humaine de l'entreprise. Et on va revenir évidemment sur le rôle essentiel des dirigeants sur cette question.
Donc, la question qui se pose avant de rentrer dans l'approche un peu méthodologique de la marque employeur, c'est finalement en quoi ma culture devient à la fois un capital et un élément de différence par rapport à mes compétiteurs, concurrents, X ou Y. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, et là je vous livre ma stricte expérience qui n'a rien de scientifique en l'occurrence, mais ces 18 derniers mois, avec mes équipes, les sujets, les dossiers sur lesquels nous avons pris le plus de plaisir, ce sont soit des grands groupes mondiaux ou ETI, mais familiaux. Alors c'est assez interpellant, parce que ça peut être des numéros 1 mondiaux, je pense au groupe Pochet. Pochet, c'est une entreprise qui a plus de 4 siècles d'histoire. C'est le numéro 1 mondial de la fabrication de tous les flacons de parfums de luxe, parfums Chanel, Dior, etc. Enfin, ce qu'on peut trouver dans les belles bonnes parfumeries. Ces flacons sont fabriqués par cette maison. C'est Salm, Cuisinella ou Schmitt. C'est les cuisines numéro 1, petite fille du dirigeant qui dirige, chez Grand Marnier, c'est des boîtes comme ça. Et en allant sur le terrain, alors aussi bien en usine qu'en fonction support, le point commun sous ces entreprises, c'est qu'on rencontre des gens qui ont la banane. Des gens heureux, qui sont fiers de leur boîte, qui aiment leur patron, non, ils sont heureux. Alors que, globalement, on n'arrête pas de dire que tout le monde est malheureux en France. Il y a plein de boîtes où on est heureux. Le problème, c'est que ce n'est pas assez médiatique, on n'en parle pas assez. Ça, on peut le regretter. Et quand j'ai interrogé les présidents de ces boîtes, qui ne se connaissent pas, hein, et je leur ai dit, mais comment vous l'expliquez que les gens aient la banane comme ça, etc. Eh bien, ils m'ont tous sorti le même mot. C'est là où c'est interpellant. Et je vous invite vraiment à y réfléchir, parce que c'est un mot qu'on ne trouve pas dans les manuels de management. Dire, bah, chez nous, on a de la considération pour nos équipes. Voilà. Et je crois que le point de départ d'une réflexion en termes de marque employeur d'ambition humaine, c'est où on met le curseur de la considération sur la chose humaine. Et quand on creuse un petit peu ce terme avec ces dirigeants, eh bien on se rend compte qu'ils ne sont pas dans le marketing de la relation humaine, ils sont dans la vraie relation. Et j'utilise volontairement le terme de relation humaine par opposition à un terme que je déteste, qui est le terme de ressources humaines. Parce que si vous me trouvez un être humain qui accepte d'être considéré comme une ressource, il faut se lever tôt. En tout cas, ce n'est pas mon cas, et je ne pense pas que ce soit votre cas. Mais c'est comme ça, les formules ont la peau dure, les DRH continuent à s'appeler directeur des ressources humaines, alors qu'il y a 25 ans de ça, le professeur Peretti avait sorti une étude auprès des DRH, ils étaient déjà à l'époque 77%, 78% à vouloir changer l'intitulé de leur fonction. Allez savoir pourquoi elles continuent à s'appeler comme ça, moi je ne sais pas, mais en tous les cas, je pense que les mots ayant du sens, relation peut intéresser tout le monde, ressources, pas grand monde, et on se rend compte aujourd'hui, je vous en prie monsieur. En fait, excusez-moi de vous faire, je souhaiterais revenir sur l'histoire de la culture d'entreprise, Oui. La culture de façon générale. Est-ce que c'est l'entreprise qui impose sa culture et que tous les employés doivent adhérer à sa culture, ou bien chacun est libre d'avoir sa propre culture, de telle sorte à ce qu'in fine, qu'on ait un output positif? Je pense que déjà, il ne doit pas y avoir de débat sur le sujet. L'entreprise a une culture, l'entreprise a un ADN profond, qui est la marque. Oui. En revanche, que la culture agrège les différences, qui revient à répondre à votre question, ça évidemment c'est le sens du management. Mais en revanche, je vais même plus loin. Moi je crois que l'un des défis dans les 10-15 ans à venir, si on veut véritablement redynamiser la culture d'entreprise, qui est encore une fois très mise à mal aujourd'hui, eh bien il ne faut pas avoir peur de parler de spiritualité d'entreprise. Je suis d'accord. L'entreprise, et évidemment au sens religieux, dogmatique, on s'en fout, ça, c'est pas le sujet. Mais l'entreprise est une communauté humaine. En l'occurrence, si elle ne drive pas cette communauté humaine avec des rites, une entreprise, comme toute communauté humaine, a besoin de rituels. Mais pas de copier-coller, comme on le voit partout. Des rituels propres,
des rites de vie propres et surtout des rites incarnés et habités par la gouvernance. Or, le problème aujourd'hui, vous avez pratiquement 70% des managers, le chiffre est français, je précise, qui déclarent que leur manager n'est pas un exemple pour eux. Donc, le N+1 du manager n'est pas un exemple pour eux. Et ça, c'est absolument pathétique. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis 25 ans, il y a une chose qui a disparu des états-majors, c'est la conscience employée. Et plus les entreprises sont grandes, plus mon propos est vrai. Je vous donne la première étape de construction d'une marque employeur, mais je reviens là-dessus. Quand on démarre un vrai chantier marque employeur, on commence toujours par interviewer les membres d'un comité de direction, en face à face, et on leur dit, voilà, vous êtes patron, alors directeur financier, DRH, directeur marketing, directeur production, logistique, qu'importe les titres. C'est les patrons. Ils sont au bord. Et on leur dit, à 3-5 ans, de quoi voulez-vous être fier en tant qu'employeur? Question évidemment basique, fondamentale, si on veut bâtir quelque chose. Parce que si on n'a pas les visions de la tête, bon. Eh bien, je vous assure, dans 95% des cas, nous n'avons pas de réponse. C'est là le début du progrès. Parce que on a fabriqué, en l'espace de 20 à 25 ans, des leaders qui ne se pensent plus employeurs. Ça, c'est la question RH. Mais quand on balance d'un revers de main cette question aussi fondamentale de l'humain à des techniciens, là, ça devient dramatique. Et donc, on voit bien que si on n'aligne pas la tête sur une vision de l'ambition humaine, il ne peut pas y avoir de marque employeur. Et aujourd'hui, très clairement, quand on parle de marque employeur, regardez, hein, c'est là où c'est pathétique, on ne parle pratiquement que de communication, de recrutement, d'attractivité, de sourcing, comment je fais pour attirer. Mais on ne parle pas du tout de cohérence et d'alignement entre la tête et le corps, entre la culture et la communication. Alors en plus, il y a plein de phénomènes très liés au digital aujourd'hui, parce que c'est pas faire offense à cette fonction que moi j'estimais capitale pour l'avenir. Hein. La fonction DRH, c'est la fonction, je pourrais revenir dessus, c'est une des fonctions les plus importantes dans les 10-15 ans à venir. Pourquoi? Parce que pour la première fois, l'entreprise va être le monde du travail va être confronté à des évolutions exogènes et non endogènes. Concrètement, on a tous entendu parler, d'ailleurs, beaucoup de représentants dans la salle, de la génération Y, soit, franchement, pas très différente de leurs aînés, quelques nuances près, mais quand on revoit les fondamentaux, il n'y a pas grand-chose de neuf sous le pavé. Hein. Mais, une fois qu'on dit ça, ce qui est intéressant, c'est de regarder la génération qui suit, les Z. Alors là, par contre, il ne faut pas avoir peur des qualités de mutants. Ce sont des mutants. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où une génération invente un nouveau monde sans tenir compte de ce que les générations précédentes ont bâti. Ils inventent un langage, ils inventent une culture, ils inventent des modes de communication, ils sont nés, les générations Y ont accompagné les technologies, eux ils sont nés avec. On leur parle de crise, ils ne comprennent pas, c'est le monde. Par contre, ils sont dans un référentiel temps qui n'a rien à voir avec les générations précédentes. Ils sont dans l'hyperconnexion, ils sont dans plusieurs espaces-temps, plusieurs mondes simultanément. Et donc, tout ça, on ne peut pas lutter. Vous imaginez bien que 9 entreprises sur 10 ne sont pas armées pour les intégrer. Parce que vous voyez qu'il y a encore, je crois qu'il y a que, je ne sais pas vous dire le pourcentage, je n'ai plus en tête, je m'excuse, donc il y a encore un pourcentage énorme d'entreprises qui interdisent dans l'entreprise l'usage des réseaux sociaux. Je vous en prie. Vous pensez que du coup, la culture d'entreprise doit s'adapter à cette génération Z ou c'est la génération Z qui doit s'adapter à la culture? Alors, très clairement, les deux. Les deux. Ce qui m'effraie... Maintenant, il faut la changer. Comment? Donc maintenant ou dans 3 à 5 ans, il faut la changer. Il faut clairement s'adapter. Mais ce qui est intéressant, en revenant à des fondamentaux, parce que quand on interroge, il y a un an et quelques, j'avais sorti un bouquin qui s'appelle Le Prix de la confiance, où j'avais pas mal développé justement
l'approche de cette nouvelle génération, leurs attentes sont des attentes fondamentalement humaines. Confiance, transparence, exemplarité au niveau du management. C'est un profil plus, entre guillemets, plus libre que les profils précédents. Alors attention, quand ils vont être formatés par les écoles, quand ils vont être confrontés au principe de réalité, évidemment, ça va se nuancer, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais, pour autant, leur ADN fait que, depuis qu'ils sont bébés, sont devenus une marque. Le cloud CLOUT, mon indice de popularité sur le digital, quand depuis toujours vous le mesurez, vous n'êtes pas câblé, comme tout le monde le fait, par rapport aux générations passées. 2, la simultanéité des communautés. Ça, vous ne pouvez pas le laisser à la maison, quand c'est en vous. Qu'est-ce qu'on fait? On refuse ou on s'adapte? Puisque c'est un principe évolutif. On peut dire c'est pas bien. On peut dire, on peut critiquer, on peut dire très bien. Et quand c'est une génération, et de surcroît universelle, que vous preniez un Français, un Italien, un Américain, un Indien ou autre, c'est aligné. C'est une première. Donc la culture d'entreprise doit revendiquer sa sélectivité. C'est-à-dire que ce qui est assez terrible dans ce qu'on commence à voir poindre, alors notamment chez les X, il y a une sorte de béatitude devant le jeunisme. C'est assez impressionnant. Moi, des fois, j'assiste à des colloques ou des choses comme ça, où on voit des cadres dirigeants qui ont bâti vraiment des choses très concrètes, mais de BA devant des jeunes gens qui ne sont qu'au début de leur vie, qui ne sont évidemment pas finis, si tant est qu'on soit fini un jour, en tant qu'être humain. Et pour autant, on les encense, etc. Là, il faut quand même se pondérer. Pourquoi? Parce que l'entreprise est et restera encore un lieu d'intégration et d'apprentissage. Et donc, il n'y a pas à se pervertir face au jeunisme, mais il y a quand même à décoder cette nouvelle forme de jeunesse. Et surtout, répondre aux vœux d'espérance de cette jeunesse. Aujourd'hui, 75% des jeunes diplômés en France veulent quitter la France. Sur le principe que les entreprises ne leur font pas confiance. On n'a pas le droit d'arriver à des constats comme ça. C'est quand même le système qui est responsable. Et ça, c'est pas normal. Alors à un moment, soit on ne veut pas regarder ça, et puis on dit ils ont qu'à faire leur vie, et c'est très bien, le monde est vaste, etc. Soit on balaye devant sa porte, et on se réfléchit, pourquoi en France, on a autant de mal-être par rapport à d'autres pays. Tous les pays ne sont pas assujettis au même mal-être. Parce qu'on a une gestion managériale qui est un peu cascaboulon encore, aujourd'hui. Et ça, par contre, avec les mutants, ça ne le fera pas. Voilà, très clairement. Donc, comment? Bien sûr. Mais là, il y a un parallèle. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à peu près le même chiffre, en 84%, niveau d'entreprise. Donc, toute forme, je veux dire, d'encadrement ou d'élite, soit économique ou politique, pour l'instant, est en décalage profond avec les attentes des vrais gens, entre guillemets. Est-ce que du coup, les DG, les PDG, ils sont conscients qu'il faut intégrer des nouveaux managers, que des managers arrogants, lâches, etc. Moi, j'ai connu, on a intégré exprès juste pour faire chez nous, les faire sauter des gens, les faire démissionner. Bien sûr. Le cynisme est à la mode actuellement, c'est clair. Pour autant, il commence à émerger, notamment sur la notion de leadership, quand même une certaine prise de conscience. On est en train quand même de bien comprendre qu'il faut être équilibré cerveau droit, cerveau gauche. Et ça, c'est quand même une évolution. Alors évidemment, le problème, c'est qu'il y a plein de concepts qui viennent notamment des États-Unis. Alors évidemment, on prend en exemple les GAFA, Google, Facebook, Amazon, etc., qui sont, évidemment, il y a certains aspects qui peuvent être sympathiques, mais il ne faut pas se faire piéger. C'est-à-dire que tout l'environnement n'a qu'un but, c'est l'hyperproductivité des salariés. Donc, il y a quand même un grand décalage, je ne sais pas si vous avez vu ce reportage sur la façon de Google et de Facebook récemment, où globalement, vous rencontrez un collaborateur à Facebook sur le campus, vous ne pouvez pas l'interviewer, parce qu'il refusera de parler. Bon, c'est quand même un... Bon, vous voyez, il faut faire attention de ne pas se faire piéger par les caricatures. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans l'ère de ces caricatures. Pour revenir à nos sujets qui va compléter la réponse par rapport à la culture,
le travail sur un enjeu de marque employeur, ce n'est pas du tout un sujet RH. Contrairement à ce qu'on croit. C'est un sujet de comité de direction, de gouvernance. Car c'est le miroir, encore une fois, de l'ambition humaine. Là, le rôle d'une marque employeur, c'est de faire de l'entreprise une vraie destination humaine. Pas un capteur de compétences, mais un vrai projet d'un vivre ensemble. Évidemment, ça ne s'improvise pas. Ça se travaille, et ça se travaille non pas sous l'angle de marketing, mais sous l'angle véritablement des émotions. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail, si vous voulez, de comment on bâtit une marque employeur, mais ça n'engage encore une fois que moi. Mais je reviens une seconde sur cet enjeu de culture. Quand vous posez la question aux 18-25 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il y a 20-30 ans, dans les grandes crises précédentes, à hauteur de plus de 80%, je me souviens 86%, les jeunes répondaient aller dans la fonction publique. Aujourd'hui, créer ma boîte. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont tous entrepreneurs, mais le mental, la mutation, crée ma boîte. 2, alors pourquoi créer ma boîte? Parce que la première valeur auquel je vais croire, c'est moi. 2, rejoindre une PME. Il y a 30, 40 ans, quand un jeune disait à ses parents, je vais rejoindre une petite boîte, oh là là, t'es fou, mais c'est fragile, va plutôt à la banque. J'en sais très. Pourquoi la PME? Tout simplement parce que c'est petit, donc je vais exister. La reconnaissance. 3, un grand groupe, mais si possible, pas coté. Parce que dans l'esprit de ce public-là, les marchés financiers sont à l'origine de la déshumanisation des organisations d'entreprise. Ce qui est évidemment pas faux, c'est ce qu'on voit la plupart du temps. Et 4, mais très loin derrière, la fonction publique. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une pénurie de candidats au concours de la fonction publique, quelle que soit la nature des fonctions publiques, bien sûr. Hein. Mais dans les réponses, 1, créer ma boîte, 2, une PME, 3, un grand groupe, si possible, pas coté, et évidemment, en 4e, donc la fonction. Donc il y a une volonté forte d'exister. Alors pourquoi? C'est que là, on est en train de clôturer les 40 piteuses. Hein, il y a eu 30 glorieuses, mais depuis qu'on est en crise, c'est depuis 75, le modèle de la vision d'entreprise, qui dans son organisation n'a pas beaucoup bougé, mais dans sa perception, eh bien, elle n'a fait que du yo-yo social. Tantôt je recrute, tantôt je vire, tantôt je recrute, tantôt je vire. Comment voulez-vous qu'on conceptualise, quand on est salarié cadre ou non cadre, qu'on fasse bouger le cours de bourse simplement à l'annonce d'un plan social et de réorganisation? C'est pas possible. Donc, ça, humainement, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. C'est la réalité économique du monde, donc il ne faut pas faire d'angélisme à 2,06 €. Mais ce n'est pas acceptable en tant que. Donc, pour revenir sur ce phénomène de culture, il y a un énorme travail à faire au niveau des états-majors. Déjà, mettre un board, un comité de direction, un comité exécutif d'accord sur ce que doit être l'ambition humaine de l'entreprise. Alors, je vous en prie. Monsieur, est-ce que vous pensez que c'est rattrapable? Déjà, je fais un lien. Il y a quelques années plus tôt, on s'est justement rendu compte qu'il fallait tenir compte de l'humain. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit, certainement ça a basculé à partir de la crise financière. Mais à un moment donné, ma question a toujours été, même avant cette conférence, à quel moment ça a basculé à nouveau? Parce qu'avant, on tenait déjà compte. Avant, on tenait d'abord compte de la productivité. Après, on s'est rendu compte que maintenant, il faut peut-être tenir compte de l'humain. À partir de quel moment est-ce que ça a à nouveau rebasculé? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ne se décide même pas au niveau du top management. Ça ne se décide même pas peut-être au niveau du PDG. Mais ça se décide déjà au niveau peut-être d'un groupe. D'un groupe qui est complètement hors de l'entreprise. Et à partir de... je vais dire, là, vous dites qu'il y a un travail à faire. Mais le fait est que ça a tellement à nouveau basculé, c'est tellement déjà ancré dans les esprits. Et je pense que, est-ce que c'est au niveau des écoles? Parce que moi, je me souviens lors de l'une de mes formations,
on n'arrêtait pas de nous rabâcher les oreilles avec il faut tenir compte de l'humain. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les écoles elles-mêmes ne forment pas déjà ces générations YZ-là, de telle sorte que, je ne sais pas, c'est de faire le lien entre ces managers qui ont déjà tellement ancré le profit, et les écoles aujourd'hui qui ne forment que quelque part, il faut le dire. Je vais répondre à quel moment ça va changer brièvement par la petite histoire de la fonction RH. Depuis globalement 30 ans à peu près qu'on a cette pente progressive qui s'est accélérée vers le tout financier, la fonction RH a perdu mais considérablement en valeur. C'est l'une des fonctions les moins respectées dans l'entreprise. C'est une des fonctions la moins aspirationnelle. C'est l'une des fonctions qui a perdu le plus d'influence, tout en étant considéré comme business partner, tout en rentrant dans le comité de direction, etc. Mais ça, c'est que de l'ego. Quand on a 15 strapontins dans un comité de direction, on n'a pas beaucoup de voix. Et quand je parle de strapontins, c'est que les budgets RH ont été divisés par 20 en l'espace d'une vingtaine d'années. Et ça, c'est assez terrible. Parce que, globalement, qui porte l'ambition humaine? La fonction RH, aujourd'hui, un DRH d'un grand groupe, il passe à peu près 80-90% de son temps derrière son bureau. Alors, ce n'est pas son job, c'est d'être sur le terrain avec l'humain. Mais le problème, c'est que c'est devenu tellement complexe sur le plan juridique et sur le plan social, notamment en France, on est une caricature là-dessus, et bien globalement, c'est difficile de faire autrement. Sauf si vous avez une impulsion de la direction générale. Et c'est là où on a une différence entre les groupes familiaux dont je parlais tout à l'heure et les groupes communs. Maintenant, votre question, elle soulève la vraie gouvernance. Oui. Et la plupart du temps, la vraie gouvernance, ce sont les fonds de pension, les actionnaires, les marchés. Et là, c'est clair que la règle du jeu, c'est le ROI, c'est le retour sur investissement. Et là, évidemment, on est beaucoup plus sur le court terme. Et si on veut que ça bouge, ben, il faudrait un jour avoir le courage de remodifier tous les bonus des dirigeants. Je parle des dirigeants salariés, je ne parle pas des dirigeants entrepreneurs, c'est deux mondes différents en tant que tel. Il n'y a pas beaucoup de dirigeants salariés qui ont créé quelque chose de leurs mains, j'entends, qui ont mis leurs fric sur la table, etc. C'est facile de diriger avec l'argent qui ne vous appartient pas, mais en tous les cas, c'est une réalité. Eh bien, là, il y a une vraie révolution à faire sur les bonus des dirigeants. Mais on en est très, 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 très loin. Là où j'ai de l'espoir, en revanche, pour terminer ma réponse à votre question, j'ai dit que je faisais court, mais c'est Apollo, c'est que, encore une fois, on tire tellement sur l'élastique de la motivation, de l'engagement, que si on ne veut pas que ça pète, et en plus, avec les mutants dont je parlais tout à l'heure, eh bien, il faut bien changer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit depuis maintenant 3-4 ans, et ce n'est pas qu'un phénomène de mode, des sujets profonds émergés, la share value, la création de valeurs partagées, les modèles alternatifs comme le modèle collaboratif, quand on voit les startups qui se créent, type, je ne sais pas moi, Blablacar ou autres, etc., qui sont sur des vrais modèles humains, eh bien on se rend compte que les grands groupes, notamment, commencent à se rendre compte que leur attractivité, eh bien, elle peut en pâtir. Et là, ça peut peut-être faire bouger les lignes. Voilà. Moi, je suis un peu confiant par rapport à ce contexte qui quand même est un vrai contexte de mutation et de transformation. Est-ce que ça veut dire qu'il faut déjà balayer ces managers? Lucie, tu l'as dit tout à l'heure, elle a été recrutée pour emmerder, pour recruter, enfin pour pousser. Je vais dire non, excuse-moi. Enfin, je vais dire, j'ai pris son exemple, mais enfin même ton exemple, j'en ai des tonnes comme ça au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut déjà balayer? Non, mais il ne faut pas être utopiste. Il n'y a pas de monde idéal sur Terre. C'est évident qu'il ne s'agit pas non plus de militer pour le monde des bisounours. Non, c'est sûr. L'entreprise, c'est de la castagne. L'entreprise, c'est du business, il faut y aller, etc. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un univers impitoyable et sélectif. En revanche, on peut être dans un état guerrier en étant respectueux de l'humain. Ça, c'est clair. Maintenant, ne nous leurrons pas, vous aurez toujours des salopards, ça c'est clair, ça existera toujours. Puis que l'homme est homme, il y a toujours des cons et des salauds. Donc ça, on ne va pas aller vers une révélation divine, nous balayer tout ça. Mais en revanche, les modèles structurants, eux, vont évoluer.
et vont évoluer non pas par la France, mais par l'Inde, par exemple. Quand on voit la conservation de la place de l'homme dans les organisations en Inde, eh bien c'est beaucoup plus avancé que les théories des universités américaines. Donc, vous voyez, ce monde qui est devenu un village, eh bien c'est en train de changer et nous apporter de nouvelles sources de réflexion. Pardon. C'est un paradoxe parce que À quel niveau? l'Inde, Oui. qui est à l'origine du système de caste, avec des hiérarchies pyramidales et extraordinaires et incontournables, soit en avance sur la... Sur le collectif. sur le- Sur le collectif, oui, ils sont très en avance sur le collectif. Ah bah, Et au niveau de la direction dans les entreprises, j'imagine que vous avez rencontré beaucoup de résistance vis-à-vis de cette vision de la marque employeur. Quels pourraient être, d'après vous, les arguments pour lutter contre ces résistances, justement pour ne pas avoir cette impression qu'on essaie de rentrer dans des bisounours ou... Je vais vous raconter une anecdote pour vous dire le chemin à parcourir. Vous savez, dans les boîtes du CAC 40, chaque année, ils font, ou tous les 2 ans, ils font des enquêtes surveillées, des climats social, etc. Globalement, vous avez à peu près entre 80 et 85% des salariés du CAC 40 qui se disent confiants dans l'avenir. Quand on pose la question, est-ce que vous comprenez la stratégie de votre groupe? Là, on flirte parfois chez certains les 50%. C'est-à-dire que vous avez pratiquement 50% de salariés qui ne comprennent pas la stratégie de leur groupe. Vous vous rendez compte, c'est aberrant quand même. Et ce qui est intéressant, c'est comment ce déficit finalement d'explication, d'entraînement, de management est solutionné par ces mêmes boîtes. Et bien ils font un plan de com. C'est-à-dire qu'ils font des affiches. La stratégie en 5 points. Il n'y a pas plus stupide dans l'absolu. Ça, c'est pour partir du point zéro du management. Maintenant, il y a des arguments très pragmatiques. Un, l'attractivité est synonyme de rentabilité, attirer les bons. Vous savez, quand j'ai, il y a quelques années, j'avais réussi à convaincre Bernard Arnault, le patron du groupe LVMH, qui est pour autant, depuis 10 ans, numéro 1, toutes les enquêtes, etc. Et je lui dis, mais c'est bien beau d'être numéro 1, vous recevez des tonnes et des tonnes et des tonnes de candidatures. En analysant un panel de ces candidatures, 85% étaient hors profil par rapport aux besoins des maisons du groupe. Donc je lui dis, mais à quoi ça sert d'être une formidable machine à dire non et courir aussi le risque de frustrer des clients potentiels? Et là, c'était éthique. Donc le porte-monnaie est un très bon déclic. 70% des consommateurs 25-49 ans, c'est un chiffre d'Ipsos, déclarent que l'intérêt porté à ses salariés par l'entreprise va de plus en plus conditionner l'achat de ses produits et de ses services. Il y a 20-30 ans, on pointait du doigt les boîtes qui faisaient bosser les gamins au Bangladesh. Aujourd'hui, on va de plus en plus pointer du doigt les boîtes comme ça l'application employeur. Et ce qui est formidable, et c'est là où ça rejoint la question précédente sur les raisons de changement, c'est qu'aujourd'hui tout se sait, tout se dit en temps réel. La force des réseaux sociaux qui peuvent être très négatifs par ailleurs, il y a plein de travers, mais si tu prétends être un employeur formidable et que tu traites les gens comme des moins que rien, eh bien ça se sait. Et ça va se savoir de plus en plus. Vous avez 75% des salariés qui déclarent que c'est leur devoir de critiquer les mauvaises pratiques de leur employeur, quitte à nuire à l'image de leur employeur. C'est énorme comme chiffre. Mais ça n'amorce qu'une tendance de fond qui va évidemment se développer. Alors, je reviens sur la notion de... Pardon, oui, juste c'était pour finir par rapport à ce que vous disiez, le souci là qu'on a, c'est que tout ce qui est B2B, en fait, ça ne bougera pas. Parce que si on part du principe que les 25-49 ans vont, entre guillemets, arrêter d'acheter les entreprises qui considèrent peu leurs employés ou pas du tout ce qui est en B2B, en fait, c'est entre entreprises, eux, ils n'ont pas forcément le même réflexe. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc du coup, il y a quand même un énorme business là-dessus, pas énormément d'entreprises qui ne vendent pas du tout particulier, qui elles, en fait, ne sont pas touchées par ça. Oui, mais l'enjeu de la réputation est le même tout de même. Pourquoi? Parce que vous avez un site américain qui est en train de débarquer. Alors, pour l'instant, on n'en parle pas trop, mais ça va être un big bang. C'est Glassdoor. Glassdoor, c'est l'équivalent de notetonentreprise.com, si vous voulez, en France, mais à puissance américaine.
Mais vous allez voir, B2B, B2C, dans les 2 ans à venir, une des priorités RH, ce sera d'être plutôt bien noté chez Glassdoor. Glassdoor, oui, et aux États-Unis, mais c'est hallucinant la pression que met ce site sur les modèles managériaux et RH dans les entreprises. On est en train de rentrer dans une ère de la preuve, si vous voulez. On n'est plus dans la prétention, on est dans la preuve. Moi, quand je suis... Petite anecdote personnelle, mais moi je suis reparti à zéro il y a une dizaine d'années, après 16 ans à avoir bâti des boîtes chez Publicis. Et à l'époque, non, Facebook démarrait, Twitter n'existait pas. Et je vais à Manhattan et je rencontre un type qui me dit, mais ah bon, en France, vous faites encore des sites RH? Vous savez que ça, hein, on ne connaissait que ça, là, absolument. Et certaines boîtes étaient déjà dans le collaboratif. Aujourd'hui, évidemment, c'est notre quotidien. Et donc, aujourd'hui, la chose humaine, c'est quelque chose qui se partage. D'où l'importance de ce concept de marque employeur. La marque employeur, pour moi, et je vais rentrer maintenant dans l'aspect méthodologique pour bien tenir la timing, la marque employeur, c'est la caution morale de la marque. C'est le pilier corporate de l'entreprise. C'est bien pour ça que le cantonner à l'univers RH, c'est une hérésie en soi. Déjà, un, parce qu'il n'y a pas de budget, et deux, parce qu'il n'y a pas d'ambition, tout simplement, hein, très, très peu. Quand on parle de caution morale, c'est d'être capable de rendre lisibles tous les engagements de la marque par des comportements et des attitudes. Alors, comment on fabrique une marque employeur si on veut le faire de manière très puriste, hein, j'entends. Un, il faut être capable de définir un horizon. Ce qui fait le plus défaut aujourd'hui dans la plupart des boîtes, c'est un horizon. L'homme est un animal qui lève la tête, c'est pas un herbivore qui moute. Hein, même si De Gaulle nous avait qualifié de veau ou de bœuf, je ne sais plus, de veau, je crois. Donc, il faut donner un horizon. Pour donner un horizon, on s'appuie sur 2 choses. Ce n'est pas à des consultants de le faire. Surtout pas. Surtout pas. On s'appuie sur 2 choses. La plateforme de marque. Quels sont les engagements, les promesses de la marque? Eh bien, au même titre que il n'y a pas beaucoup de réponses sur l'ambition humaine quand on interroge les membres d'un board, ben, je vous assure, quand vous faites le tour, il peut y avoir 8, 10, 15, 20 membres d'un board, ceux qui connaissent vraiment leur plateforme de marque, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est l'affaire du marketing. Rebelote, on instrumentalise. Alors que la marque, c'est le maillot, c'est l'âme, c'est ce qui fait qu'on est différent d'une boîte et d'une autre en vendant les mêmes produits. Hein, vous êtes chez Renault, vous êtes chez Peugeot, vous vendez des bagnoles, les avantages sociaux sont les mêmes, etc. Enfin, qu'importe. Et vous ne vivrez pas du tout votre job de la même manière chez là ou chez là. Parce que c'est la marque, c'est l'histoire, c'est l'ADN, c'est tout ça. Donc, plateforme de marque. 2, on interroge tous les membres du board. Pour poser la question que je vous donnais tout à l'heure, à 3-5 ans, de quoi tu vas être fier en tant qu'employeur? Alors là, c'est le moment de vérité. Parce qu'évidemment, quand il n'y a pas de réponse, comme la plupart du temps sont des gens intelligents, ils disent, mais attends, je passe à côté de quelque chose. Comment est-ce que je peux me considérer comme patron si je suis incapable de répondre à cette question toute simple? Et donc là, on les amène. Évidemment, là où ça devient formidable, là on fait un métier très sympa, c'est quand on restitue donc toutes les réponses, eh bien on voit bien que enfin, c'est évident que la cacophonie, on va dire, des réponses ne peut pas générer un alignement derrière, ne peut pas générer de la cohérence. Et donc là, on invite l'état-major à dire, mais où voulez-vous mettre le curseur? Qu'est-ce qui vous fédère? Qu'est-ce qui fait que vous serez tous d'accord sur une vision humaine de votre ambition? Une fois qu'on fait ça, on l'aligne sur la plateforme de marque, et là, généralement, on est capable de donner un horizon. Comment le board peut donner son... Enfin, mettre bien le curseur là où envie, sachant qu'il n'est pas sur le terrain? Oh, là, ça dépend quand même beaucoup des boards. Hein. Il y a quand même pas mal de boards qui, même dans des très grands groupes. On a inventé des choses qui sont complètement rarement faisables à 100% comme c'est conduit. Notre marque dépend vraiment de chaque cas. Ce qui est certain, c'est que la stratégie, quoi qu'il en soit, elle doit venir du board. Ça, c'est pas quelque chose à déléguer. Et donc, à un moment donné, si on veut incarner une ambition humaine, elle doit vraiment venir du board. Là, on parle vraiment de l'engagement qui ensuite va conditionner le modèle de management, hein, très clairement. Et ça,
c'est pas forcément du bottom-up, hein, c'est véritablement oui, un vrai engagement. Donc c'est l'engagement managérial en fait. Du top management d'abord, pour définir cet horizon. Ensuite, une fois qu'on a l'horizon, il faut trouver les chemins qui vont nous guider. C'est que nous, dans notre jargon de consultant, on appelle les axes de réputation, si vous voulez. Et là, il ne faut surtout pas être dans le paradis. Il faut être dans la preuve. Ah, dans 3-5 ans, si je veux qu'on pense ça de moi en tant qu'employeur, qu'est-ce que j'ai envie qu'on dise de moi? Quels sont les thèmes que j'ai envie de m'approprier, préempter? Ça, c'est un travail que l'on fait en fonction, effectivement, de l'horizon. Et pour densifier le contenu, eh bien là, rien ne vaut de mettre en place des tables rondes, des focus group, pour aller au plus près des mots vraiment issus des tripes et du cœur des gens. Et ça, c'est un vrai moment de vérité. Pour voir s'il y a un grand écart entre l'horizon et le possible émanant des salariés. Et parfois, ça peut arriver. Hein. Nous, il nous est arrivé pour un très grand groupe d'assurance, où on avait un horizon qui était très prospectif, puis on s'est rendu compte, en faisant une trentaine de tables rondes, que cet horizon sera vraiment dans 3 ans. On ne peut pas l'appliquer tout de suite dans l'absolu. Bon, ben là, on choisit des chemins un peu par étapes. Quand on fait ce travail terrain, et encore une fois, quels que soient les secteurs d'activité, B2B, B2C, industriel, tertiaire, qu'importe, eh bien on fait une remontée, une densité sémantique qui va permettre, de répondre à 3 questions fondamentales qui sont vraiment à l'origine de la plateforme de marque employeur. Qu'est-ce que j'ai envie que mes publics ressentent? C'est l'émotion. Quand on est face à une personne, à un message, à un site internet web, il y a cette perception de l'instant, c'est l'émotion. Qu'est-ce que j'ai envie qu'ils comprennent? Donc c'est quoi finalement la synthèse de mon message? Qu'est-ce que j'ai envie qu'ils retiennent? Donc émotion, compréhension, mémoire, c'est du basique. Mais c'est triptyque indissociable pour bâtir véritablement une stratégie de marque employeur et surtout aboutir à un concept fédérateur qui est l'idée maîtresse sur laquelle, pendant 3, 4, 5 ans, l'entreprise va travailler inlassablement. Se lancer dans une stratégie de marque employeur, c'est encore une fois pas de la cosmétique. C'est pas de la com toute simple. Le but, c'est comment je vais faire parler en bien de moi plus tard. Et on le fait parler en bien de soi qu'en délivrant du contenu, qu'en délivrant des éléments de preuve vérifiables. Et quand on a fait ce travail, eh bien on est capable d'écrire ce qui fait défaut à la plupart des boîtes, un véritable discours socle employeur. Moi, je suis toujours effrayé quand on fait ce type de travail, donc quand on fait des audits de l'existant, on prend la com de recrutement, on prend la com d'intégration, la com interne, la com sociale, la formation, etc. Eh bien, c'est fou de constater à quel point, dans les équipes RH elles-mêmes, tout est cloisonné. Et quand vous analysez la sémantique de tous ces territoires, ça part dans tous les sens. C'est pas possible. Déjà, la fonction RH, elle doit balayer devant sa porte sous l'angle de la cohérence. C'est un point vraiment essentiel. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ce travail, eh bien, il y a le plan d'action, hein, on va dire ça comme ça. Et ce qui est assez édifiant, encore une fois aujourd'hui, c'est que ce concept de marque employeur se limite, comme je l'ai dit tout à l'heure, essentiellement au sourcing. Pourquoi? Parce que le peu de budget qui existe dans les entreprises pour parler d'entreprise en tant qu'employeur, c'est le peu de budget qu'on alloue au recrutement. Vous voyez même aujourd'hui des LinkedIn ou des job boards dire « développez votre marque employeur chez moi ». Ce qui est le truc le plus bête que l'on peut entendre. Vous avez plein d'entreprises, par exemple, qui achètent des pages d'entreprise sur LinkedIn et qui n'en font rien. Elles ont le sentiment d'acheter une annonce de recrutement. Alors sur LinkedIn, on ne va pas pour recruter, on y va pour partager du contenu. Et donc, rebelote, on a gaspillé d'argent alors qu'on n'a pas travaillé le fond. Une vraie stratégie de marque employeur, elle a 4 territoires. Alors qu'un plan de com, la plupart du temps, il se focus sur les cibles. Hein, et en l'occurrence, quand on a peu d'argent, comme dans le sourcing, c'est les candidats. Premier territoire, c'est la gouvernance. Son territoire à elle, c'est l'ambition et le rêve. Un leader ou un board, il est là pour montrer demain. Il n'est pas pour nous montrer le caca d'aujourd'hui.
il est là pour nous guider, d'où la notion de manager guide. Il est là pour nous entraîner. Cette notion de guide et d'entraînement, évidemment, dans peu d'entreprises, vous la retrouvez. Sauf, encore une fois, au niveau des ETI. Il y a beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire qui sont véritablement aujourd'hui des modèles inspirants pour les grandes organisations. Alors quand on parle de modèle intermédiaire, c'est quelques milliers de salariés. Mais où là, vous avez des patrons qui sont véritablement dans cette logique de guide. Donc, le rêve et l'ambition. Deuxième territoire, c'est le management. Les managers intermédiaires. Aujourd'hui, vous avez dans la plupart des pays européens, à peu près 60-70% de managers qui manquent de temps pour manager. Ou manquer de moyens pour manager. C'est fou. C'est quand même complètement dingue. Bon. Sachant qu'en parallèle, chez les plus jeunes managers, 70% des managers trentenaires déclarent ne pas adhérer aux valeurs de leur entreprise. Et le boulot, c'est quand même complètement fou. Or, le management, c'est le premier média de la marque employeur. Si vous n'avez pas un modèle de management cohérent, si vous n'avez pas un modèle de transmission managériale harmonisé, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, vous serez toujours pris à défaut. Son territoire à lui, c'est la transmission. Pourquoi le manager, il transmet réellement les valeurs, la culture, etc. Le seul problème, c'est que dans la plupart des grandes organisations, ou même pas des grandes organisations, on nomme manager le super technicien ou le super commercial. Mais est-ce qu'il a des valeurs humaines pour manager? Est-ce qu'il a l'appétence de la transmission? Enfin, manager, tout simplement. Je vous donne un exemple anecdotique. Dans un groupe de distribution, en un an, on avait réussi à diviser par 2 le turnover. Et justement, en s'appuyant sur le management. C'était une entreprise de retail dans le bricolage. Et on s'est rendu compte dans leurs entrepôts, ils portaient tous un tablier de la couleur de la marque. On a fait 2 choses qui ont coûté 0 € à l'entreprise au passage. On a réinventé le contrat de travail. C'est-à-dire que le contrat de travail, aujourd'hui, c'est aberrant, mais c'est devenu un document administratif, géré de manière administrative par les équipes RH. Alors que le contrat de travail, c'est le premier rite symbolique de la contractualisation entre un individu et un collectif. Premier outil, absolument essentiel. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? Là où hier, la DRH envoyée par la poste, comme ça c'est toujours, hein, c'est un doc administratif, on l'envoie par la poste, on a mobilisé les managers opérationnels, c'est-à-dire le patron de celui qui allait être embauché, réunion tête à tête, il lui lit son contrat, ce qui d'ailleurs permet au manager de connaître le contrat de ses collaborateurs, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de boîtes, et une fois le contrat juridique signé, il lui commande le contrat du vivre ensemble. Et on a rédigé un contrat du vivre ensemble. C'est quoi notre vivre ensemble? Donc la culture dont on parlait tout à l'heure. Premier point. Deuxième point, toutes les personnes en période d'essai dans les entrepôts portaient un tablier d'une autre couleur. Ce qui fait que les collègues, comme les clients, savaient que la personne c'était un petit bleu. Et au moment où la personne était validée, le patron avec son équipe du magasin, du dépôt, réunissait tout le monde, pas avec des huiles, pas avec les grands mamamouchis, le local, l'équipe, le noyau dur, et devant tout le monde, remettait le maillot, le tablier de la bonne couleur. Ben, je vous assure, j'ai assisté à 2 remises de maillots comme ça dans cette entreprise, ce sont des jeunes qui et ils étaient au bord des larmes. Quand vous avez 60 personnes qui applaudissent, etc., qui disent bienvenue, etc., eh bien, clairement, vous n'avez pas envie de filer votre dème 3 mois plus tard, parce que c'est dur, parce que j'ai oublié de me lever le matin, etc. On est dans l'équipe. Ça, c'est la dimension culturelle du management. Troisième territoire sont les salariés eux-mêmes. On parle souvent de salariés ambassadeurs, etc., mais ça, c'est un du langage. Très souvent, quand vous regardez les sites, aujourd'hui, RH, il y a tout, il y a des vidéos, vous avez le gars qui sourit bien, je suis heureux dans ma boîte, j'adore, etc., etc. Ça, évidemment, ça fait pas forcément recette, il faut plus de vrai. Mais les salariés, c'est quoi le levier qu'il faut actionner dans une stratégie de marque employeur? C'est la fierté d'être. Comment je valorise la fierté d'être ma boîte? Très bien. Et ça, c'est tous les leviers de la motivation, de l'appropriation, du langage, également évidemment de la formation, ça va sans dire, mais comment je fais en sorte, alors c'est extrêmement important aujourd'hui à l'aune des réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas encapsuler la parole des salariés.
Mais pour autant, il ne faut pas avoir peur de la parole des salariés. Aujourd'hui encore, quand on dit à des dirigeants, bah, c'est pourquoi vous ne feriez pas un blog, un réseau social, etc. Pour un réflexe, c'est comment on contrôle. C'est possible aujourd'hui. Dans l'ancien monde, on pouvait peut-être contrôler. Aujourd'hui, au contraire, il faut faire confiance. Et ça, les réseaux sociaux sont un véritable accélérateur de prise de conscience de cette confiance. Donc la fierté de l'être. Et quatrième territoire sont tous les publics externes. Alors quand on parle de marque employeur, on pense tout de suite aux candidats. Mais avant de penser aux candidats, il faut penser aux médias, la presse, les blogueurs, les influenceurs. C'est eux qui vont parler aussi de vous, de l'entreprise. C'est l'opinion publique, les clients de l'entreprise, B2B, B2C, en l'occurrence, et évidemment les candidats. Et là, l'ambition de ce territoire, c'est de donner envie de la marque. Pourquoi je vais côtoyer? Exemple très concret, moi ça fait 5 ans que je crois dur comme ça, dur comme fer à cela. La raison d'être d'une boîte, c'est pas d'être sur LinkedIn, Facebook ou autre, c'est de devenir son propre réseau social, qui permettra demain d'agréger toutes ces parties prenantes. Je suis une marque fière de ce que je suis, mature, si je peux permettre à mes clients de parler à mes collaborateurs parler à des citoyens, etc., en toute liberté, dès lors que les uns et les autres ont en commun une certaine appétence de ma marque. Bon, ben ça, c'est le sens de l'histoire. Il commence à y avoir des entreprises qui commencent à se préoccuper un petit peu de ce sujet. Donc, vous voyez, si on résume, 1, il ne peut pas y avoir de marque employeur sans une expression claire de l'ambition humaine de la gouvernance. 2, il ne peut pas y avoir de marque employeur s'il n'y a pas un modèle de management cohérent et harmonieux. Encore une fois, chaque entreprise devant avoir son propre modèle. Ce n'est pas du copier-coller, hein, très clairement. Je vais citer tout à l'heure quelques exemples d'entreprises syndicales, elles sont toutes uniques, elles sont toutes exclusives, parce qu'elles ont un modèle véritablement en elles. 3, il ne peut pas y avoir de marque employeur sans ambition. Aujourd'hui, on est dans le déni de la marque employeur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ambition. Il n'y a plus de campagne marque employeur. Ça n'existe pas. Alors, la raison toujours évoquée, marque employeur égale RH, RH égale pas de budget. Maintenant, il nous arrive de sensibiliser des directions générales en disant, mais attendez, vous n'allez pas investir, vous n'allez pas dépenser 1 euro de plus. Mais si vous prenez 2, 3, 5% du budget pub marketing et vous l'affectez à votre marque employeur, ça changera tout en termes de réputation. C'est donc un choix stratégique de gouvernance. Le seul problème auquel on se heurte, c'est que, et c'est impressionnant ce que je vais vous dire, parce que moi ça me bouleverse à chaque fois, quand il y a des appels d'offres marque employeur, on ne voit jamais de dirigeant autour de la table. On ne voit quasiment jamais de DRH autour de la table. Des acheteurs, des chargés de recrutement, des responsables marque employeur, parce que c'est devenu à la mode, mais tous ces gens-là, ils n'ont aucune vision stratégique. Ils n'ont aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Donc, soit après, vous avez le courage de dire, écoutez, moi je ne participe pas à votre appel d'offres si je ne vois pas le grand Mamouchi, soit vous vous pliez, etc. Donc ça, après, c'est des choix. Mais c'est ça qui est dramatique, c'est que ce concept qui n'a jamais été aussi important sur le plan culturel, vous l'aurez bien compris, avec l'évolution sociologique, il n'y a quand même pas 36 fonctions dans l'entreprise qui peut les accompagner. La RH est quand même censée être au premier rang de l'évolution sociologique, tout ça, des nouvelles générations, des organisations du travail, etc. Mais s'il n'y a pas plus d'ambition, si on ne prend pas ce sujet à bras-le-corps pour en faire véritablement l'axe central du corporate dans l'entreprise, ben, ça reste un petit concept creux qui souvent fait plaisir parce que là, on a fait un joli site, on a fait une page Facebook et ça, mais c'est de la grignote, ça ne renvoie pas à de la fierté. La marque employeur, c'est vraiment une question de fierté d'être. Soit on est fier de sa boîte et on le gueule haut et fort et on le partage, soit on reste discret et puis on passe son chemin. Voilà. Les appels d'offres sur ces thèmes-là, c'est des entreprises, des organisations de quelle taille à peu près? Oh, il y a vraiment de tout. Ça peut être des PME, ça peut être... Alors, ce qui est intéressant des PME, c'est souvent là par contre il y a des dirigeants. Oui, c'est ça. C'est clair. Finalement, c'est là que ça se passe en fait. Oui, parce que
toutes les... vous savez, déjà en France, hein, 96% des entreprises sont des PME. Oui, c'est pour ça. Parce que pourquoi on parle tout le temps des grandes entreprises? Les médias. Voilà. Les médias. Ça sert à rien. Absolument. C'est pas la même. Absolument. Oui, ils vont peut-être s'adapter par nécessité parce que toutes les générations vont aller ailleurs. Dès que vous parlez monde du travail, les médias font raccourci avec les grandes boîtes du CAC 40. Dès que vous parlez dialogue social, rebelote, c'est syndicats du CAC 40, mais la réalité, elle est ailleurs. Elle est aussi ailleurs. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des choses extraordinaires dans des grandes boîtes. Attention, hein. Moi je ne jette pas tout le monde avec l'eau du bain. Hein. Il y a des grandes boîtes du CAC 40 remarquables sur le plan humain. Vraiment remarquables. Et parfois celles qu'on n'attend pas. Hein. Je pense à certaines grandes enseignes de distribution. J'étais dans le siège d'une boîte ce matin. Énorme, un truc énorme. J'étais bluffé, mais vraiment bluffé par l'attachement porté à l'humain, les conditions de travail. C'est hallucinant, c'est même trop, je trouve. C'est remarquable. Oui, monsieur. Alors, comment un RH a supposé que le DG ne veut absolument pas allouer un budget supplémentaire à la marque employeur? Comment les RH peuvent, avec le minimum qu'ils ont, travailler sur la marque employeur, par exemple? Quel conseil, en fait, vous pouvez... Alors, c'est le degré de connerie du DG. S'il est très élevé, faut mieux démissionner. Hein. Donc, autrement dit, on ne peut rien faire, en fait. Non, si. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est avec le digital, vous pouvez sortir... Il y a 10 ans, sur ces sujets-là, c'était la prime au plus fort. J'avais un gros budget, j'achetais l'espace partout, j'existais, on voyait que moi. Aujourd'hui, on rentre dans l'ère de l'intelligence. Donc, je peux très bien, pour des coûts modestes, créer et développer un contenu extraordinaire. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai eu le plaisir, depuis maintenant 3 ans, de bosser pour une boîte, vous connaissez peut-être, dans la distribution, dans le discount, qui s'appelle Jiffy. Des idées de génie. Hein. Cette boîte, il y a 3-4 ans, personne n'en entendait parler. Un jour, j'ai à l'agence Philippe Ginessé, le président, qui m'a amené par un ami, et je vois ce petit bonhomme qui est fondateur, hein, qui a créé cette boîte il y a 33 ans, qui, passez-moi la formule, se mettait la rate en courbouillon parce qu'il ne trouvait pas l'idée qui allait bluffer ses équipes pour les 30 ans de sa boîte. Mais il se rendait malade, vraiment. Il dit, bon, ils savent tous, est-ce que je fasse une fête, mais bon, je veux les surprendre, tout ça, etc. Puis je découvre un homme, mais qui habitait, et je vous assure, hein, j'en ai pas vu 2 comme lui, hein, habité par l'amour de ses équipes. C'est un truc de dingue, hein, il vient du ruisseau, hein, c'est un autodidacte, son premier job, il était maquignon, hein, il était à des vaches chez ses parents, etc. Et aujourd'hui, il pèse 1 milliard, hein, sa boîte a fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, hein, c'est pas rien. Et il est habité par le renvoi d'ascenseur, la présence du vent, enfin, par l'amour aussi. Déjà, j'étais très surpris hein, de cette dimension forte comme ça d'amour. Et je lui dis, bah, écoutez, vous allez, c'est à vous la rockstar de votre boîte, et ben, on va inverser le truc, on va mettre vos salariés sur le devant, ils vous aiment, c'est évident, on est sur le terrain, c'est hallucinant. Hein, bon. Et donc on a créé un challenge qui s'appelle Jiffy et du talent. Jiffy et du talent, on a proposé aux équipes, carte blanche, volontariat, de faire une vidéo 2 minutes sur leur talent. Vous allez sur YouTube, hein, vous tapez Jiffy et du talent, c'est au moment de la carte. On a eu 250 vidéos balisées. Alors certes, il y a eu des nanas, mais il y a eu des choses extraordinaires. Je vous cite 2 exemples qui m'ont bluffé. Le service comptabilité. Ils ont refait un film d'animation avec des poupées, Barbie, tout ça, etc. Les 30 ans du service comptable. Les premiers 100 millions, les 500 millions, les fêtes, etc. Tout en film d'animation. Vous vous rendez compte? Tout ça, évidemment, en dehors de leur genre de boulot, etc. Un truc de dingue. Ce film, incroyable. L'autre film qui m'a bluffé, les mecs qui poussent les palettes dans les camions, dans l'entrepôt. Eh bien, ils ont imaginé, partant de l'entrepôt jusqu'au bureau du président, tout un parcours, c'est le jeu des dominos. Ils ont fait tomber plus de 1000 palettes. Il faut le calculer, hein. C'est des nuits parce qu'ils faisaient ça la nuit, pour que personne ne les voit, etc. Vous imaginez un peu le truc? C'est rentré au Guinness des records. C'est un truc incroyable. Eh bien, ce challenge,
qui a donné lieu à une cérémonie de remise des prix. Enfin, bon, tout ça, c'était vraiment fou. Hein. Moi, j'ai vu dans cette boîte un acte de communion à 1000 personnes dans une salle. Impressionnant, hein. Parce que les mecs, ils y croient, ils sont là-dedans, et ils réussissent, ils sont à la transparence totale. Mais là où ça devient très fort, c'est que ce président, tous les ans, au mois d'octobre, donc 2 mois avant la grosse saison de décembre, il prend son piano, il charge son comité de direction derrière, et il avale en un mois 20 000 bornes. 20 000 kilomètres. Et il visite 50% de son parc, c'est-à-dire 250 magasins. L'année suivante, il y a 250 magasins autres. En parallèle, il passe 10 semaines par an avec ses équipes dans des séminaires, etc. Il se donne à fond. Et donc, il a la reconnaissance. Et à côté de ça, il a accepté, parce que tout ce que vivent ses équipes, c'est complètement fou, encore une fois. Hein. Et en plus, ce n'est pas une question d'âge, de diplôme, d'origine, ben vraiment pas. Il a accepté de le faire partager. Je lui dis, mais écoute, Philippe, ce que vous voulez, c'est quand même assez rare. Les jeunes, ils dépriment un maximum. Il faut que des boîtes comme ça, vous vous mettiez en avant. Eh bien, là, ça y est, il a commencé à voir la presse, à en parler, etc. Et résultat des courses, eh bien, c'est une boîte dont on parle. Et c'est pas, franchement, pas un gros budget. Franchement, pas un gros budget. Donc, ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'avec de l'intelligence, surtout de l'envie, et évidemment de l'ambition, on peut faire des choses qui font parler de vous sans avoir des temps comme CAC 40. Voilà. Merci Didier pour cette franchise du propos aussi, sans langue de bois, et l'interaction très intéressante aussi des étudiants et des autres dans cette salle sans langue de bois. Et aussi l'expérience. C'est vraiment très intéressant. Le compagnonnage, c'était pas mal aussi. Finalement, je remercie encore Didier. Et alors, quelques mots simplement, et puis ensuite, on peut continuer d'échanger autour d'un verre. Quelques mots sur les activités du CNC. Nous sommes toujours dans des certifications régulières de futurs coachs, de coachs en activité. Nadine a mené encore, Flesman, une journée de certification au CMA, au Comité mondial d'apprentissage, le week-end dernier, samedi dernier. Donc ça se poursuit. J'invite les étudiants RH, la promotion, vous êtes une vingtaine, à vous connecter sur le site, à laisser aussi des messages. On parle de réseaux sociaux, on parle d'interactivité dans la salle. C'est bien aussi que ça puisse se faire sur le site du CNC, sur aussi cette conférence, sur des retours. Voilà, vous avez des codes. En principe, tout le monde a un code d'accès sur l'intranet, mais également sur le site commun. Donc n'hésitez pas, laissez-nous des messages, envoyez-nous des messages, des témoignages, aussi de vos expériences, de ce que vous faites, de votre vision, et on publie sur le site. Voilà ce que je peux vous proposer. Voilà, je vous remercie.